Bonsoir à tous. Donc le titre de ce soir, c'est « Demain surgira de nos pensées ». Naturellement, comme vous pouvez bien l'imaginer, il s'agit donc de travailler à nouveau sur la création mentale. Et c'est vrai que vous allez me dire, on a déjà quand même vu pas mal le sujet, on l'a déjà vu au mois de juin, on l'a vu même le mois dernier, à travers la philosophie, à travers le sens même, le mental. Donc c'est vrai que ça semble quelquefois un peu redondant. Même pourtant, si le sujet en voudrait le coup, parce que c'est vraiment extrêmement important, il n'y a rien de plus important pour nous en ce moment que de comprendre comment nous pouvons créer le monde à partir du mental. Et pourtant, nous n'allons pas rentrer dans ces détails. On va voir la chose complètement sous un autre angle et chercher à percevoir comment nous-mêmes, dans nos propres avancements, comment nous participons progressivement à la création de demain, selon notre propre processus éducatif, puisque je vous le rappelle, c'est notre thème donc de l'année. Pour l'instant, on ne peut pas dire que demain surgit de nos pensées. Pour l'instant, ce qui surgit dans le monde, c'est nos désirs. Le monde est complètement le fruit de nos désirs, complètement le fruit de nos fantasmes, de nos envies. Et malheureusement, ça donne un grand désordre. Et on voit très bien comment le monde actuellement fournit tellement de formes et tellement de formes qu'on se demande comment s'en sortir. Malheureusement, souvent, on cherche exactement là où se situe le problème. On a beau citer et connaître la parole d'Einstein, aucune solution ne peut être trouvée à partir du même niveau mental d'où est posé le problème. C'est exactement ce qu'on fait tous les jours. On continue de dire, il y a tel problème, voilà, sur le même niveau, où est la solution? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et pourtant, on sait très très bien qu'il faut changer de niveau, qu'il faut passer à autre chose. Je vous donne un exemple que peut-être certains d'entre vous connaissent. On peut dessiner un carré avec 9 points. Et l'exercice consiste à dire, il faudrait réussir à trouver un parcours, donc sans lever le feutre, il faut réussir à trouver quelque chose qui nous permette de relier les 9 points avec 4 segments de droite. Mais sans coupure, parce que sinon, effectivement, en 3 coups, c'est fait. Non, 4. Alors on se dit, a priori, en 4, ça ne doit pas être très compliqué. Donc on va faire, par exemple, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, puis 1, 2, 3. Ah non, il va nous manquer celui du milieu. Alors on essaye d'autres choses, d'autres formes, mais il nous en manque toujours au minimum 1 ou 2. Et au bout d'un certain temps qu'on cherche, on se dit, bigre, comment on fait pour relier ça avec 4 lignes? Et je vois que vous êtes concentrés là. Bigre de bigre, comment on fait pour relier ça avec 4 lignes? Non, pas encore? Ce qui est intéressant, c'est que c'est un carré. Là, je parle symbolisme. Et que comme c'est un carré, on est complètement dans le monde de la forme. Le carré symbolise toujours le monde des formes. Et donc, quelle est la solution à un problème formel? Pour trouver la solution, il va falloir remonter beaucoup plus haut. La solution, c'est tout simplement celle-ci. Je remonte là, je fais ceci, je fais cela, et clac, c'est parti. Et c'est là que vous allez dire, ah, mais je ne savais pas qu'on avait le droit de... Comment ça qu'on avait le droit de... Il n'a jamais été dit qu'il fallait en rester strictement aux 9 points. Et on voit que la solution, elle apparaît tout de suite quand on remonte un peu plus haut et quand on va chercher à côté. Si je parle du monde de la forme, on pourrait parler tout de suite de la solution du monde de la forme, c'est d'aller chercher plus haut dans la lumière verticale, le monde de l'âme. Et puis plus haut, ou plus exactement plus à côté dans la lumière éthérique, dans la lumière du monde des énergies, le monde qui relie tout. C'est vrai que si on va beaucoup plus haut et à côté, tout de suite la solution, elle se trouve. Et c'est la solution du carré. Notre défaut à nous, c'est de toujours vouloir raisonner à l'intérieur du cadre, de ne pas sortir du cadre. Et de rester et se casser la tête, et dire mais quelle est la solution à ce problème? Alors que si on remonte vers la lumière, si on s'expand vers la lumière, la solution, elle est là tout de suite. Et c'est ça qui va être justement intéressant ce soir, c'est de travailler sur cet aspect lumière. Qu'est-ce que la lumière et en quoi ça consiste et en quel est l'intérêt et qui on va chercher dans la lumière? Qu'est-ce que ça résout du point de vue de notre carré? Cet aspect lumière, c'est vrai qu'il a de très très nombreuses façons d'exister parce que pour nous la lumière dans un premier temps c'est simplement la lumière du jour. Donc c'est la lumière du soleil, c'est la lumière des ampoules électriques, c'est la lumière d'une bougie. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on réfléchit à ça, quand on dit c'est la lumière du soleil, d'une bougie, d'une lampe, on s'aperçoit que ce qui nous intéresse, c'est pas la source lumineuse. Le soleil, la lampe, la bougie, ce qui nous intéresse, c'est la lumière que ça dégage. En fait, on ne voit pas la lumière. On voit ce que la lumière révèle. Et il est bien évident que la lumière d'une bougie révèle des choses tout à fait différentes et moindres que la lumière d'un beau projecteur qui révèle beaucoup, beaucoup moins de choses que la lumière du soleil. Et donc ce qui va nous intéresser, c'est quelle est la source lumineuse et ce que cette source lumineuse révèle. Et c'est cette lumière qui va nous intéresser. Mais on va s'intéresser beaucoup plus à ce que ça révèle qu'à la source elle-même. Par contre, c'est vrai que du coup, la source est importante. Et
quand on quitte ce monde des symboles pour rentrer dans le monde intérieur, on sait très bien que la lumière elle est omniprésente. On sait très bien que ce dont je viens de vous parler, c'est de la lumière du point de vue du spectre lumineux, de ce que nos yeux sont capables de percevoir et de ce que ça met en valeur de ce point de vue-là. Mais on sait très bien, depuis les recherches en physique, que tout, absolument tout, est lumière. Même le béton, même le plancher, même les choses apparemment solides, tout est absolument lumière. Parce que l'énergie est une lumière. Parce que tout rayonnement est lumière, tout rayon est une lumière. Par conséquent, le corps éthérique est un ensemble de lumière. Le champ quantique dans son ensemble est un ensemble de lumière. Donc tout est absolument lumière. Mais naturellement, comme la comparaison entre la flamme d'une bougie, entre une lumière, une ampoule électrique et le soleil, selon le degré de ce que représente chacun de ces aspects, la lumière est différente. Ça dégage autre chose, ça met en valeur des choses extrêmement différentes. Nous, ce qui va nous intéresser, et c'est justement ce qu'on est allé chercher dans le haut du carré, c'est la lumière de l'âme. C'est l'être essentiel. Et quand je parle de la lumière de l'âme, je ne parle pas tout d'abord de l'âme en tant qu'être humain, je parle de la lumière de l'âme de toute chose. Parce que tout est relié à une essence fondamentale. Et finalement, ce qu'on va percevoir comme rayonnement de toute chose fondamentale, c'est le rayonnement de l'âme de cette chose. D'un animal, d'un minéral, d'un végétal, d'une molécule, d'une particule, d'une planète, d'une étoile, peu importe. Le rayonnement essentiel, le rayonnement invisible, c'est le rayonnement de l'essence, c'est le rayonnement de l'âme. Et donc pour nous, en tant qu'humains, si on ramène ça à notre psychologie, pour sortir du carré et pour trouver la solution, il faut remonter effectivement plus haut et trouver cet objectif lumière. Car la lumière est à l'origine de tout ce qui existe. Tout le monde concret, tout le monde des formes telles que nous le voyons, ce n'est qu'une création progressive de la lumière. Donc c'est pour ça que la lumière, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental et qui va nous éclairer progressivement dans notre recherche de demain surgira de nos pensées. Si on a des pensées de plus en plus lumineuses, il est certain que demain va être complètement différente que si on a des pensées un petit peu moins lumineuses. Cette lumière, donc, c'est ce que nous sommes fondamentalement. Et vous le savez, peut-être certainement, plusieurs d'entre vous, peut-être même tout le monde, pratiquent la méditation. Et lorsqu'on médite, la première chose qu'on peut percevoir, c'est justement cet état lumineux. On dit que l'âme fait sentir sa présence avant tout par la lumière. On pourrait même définir vraiment la lumière comme étant l'évidence de la présence de l'âme. Quand on sent que quelque chose en nous dégage une certaine lumière, dégage une certaine clarté, parce qu'il ne s'agit évidemment pas d'une lumière physique que l'on voit, comme une impression de clarté, une impression d'évidence, on est vraiment dans cet aspect lumière. Mais ce qui va être intéressant, c'est de percevoir, comme je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce que cette lumière éclaire? Qu'est-ce que la lumière de l'âme que nous sommes éclaire? Et quand nous cherchons justement à être en méditation, on connecte souvent cette lumière, on connecte cette clarté, c'est le premier aspect. Mais après, on pourrait se dire, et alors, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui va découler de cette impression de lumière? Voilà donc tout le travail que nous allons faire un petit peu par rapport à cette lumière. Parce qu'il ne vous aura pas échappé que si effectivement nous sommes lumière, et nous sommes tous des lumières, c'est pas pour autant que nous sommes lumineux. Pourquoi? Tout simplement parce que si nous sommes d'essence lumineuse, si l'âme que nous sommes fondamentalement est lumière, c'est évident qu'il y a énormément de filtres. Nos corps, mental, émotionnel, physique, etc., tout ça, ce sont des filtres par rapport à cette lumière fondamentale. Ce sont autant de voiles. Voilà pourquoi souvent quand on parle de révélation, quand on a vécu à un niveau de l'âme, il ne faut pas oublier que le terme révélation, ça veut dire retirer les voiles en arrière. Et donc plus on tire les voiles que nous sommes en arrière, plus ça révèle la lumière telle qu'elle est véritablement. La lumière, c'est quelque chose donc, qui est filtré constamment par nos différents corps. Et ce que nous en percevons, ce sont simplement des aspects souvent déformés. Par exemple, notre corps physique est très très peu lumineux dans le noir. Pourtant, notre corps éthérique est lumineux. Et si nous avions une vision simplement un peu thermique, on pourrait percevoir qu'effectivement, nous dégageons de la lumière. Simplement, on n'a pas les yeux pour le voir. Mais notre corps éthérique, si on pouvait le voir vraiment, on percevrait même dans des circonstances tout à fait ténébreuses que nous sommes effectivement à quelque chose qui rayonne de la lumière. Le corps émotionnel, lui aussi, naturellement, il va rayonner une certaine lumière. Et plus exactement, il va capter une certaine lumière. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment il agit en tant que filtre. En effet, lorsque l'âme agit à travers le corps émotionnel, pour vous donner un petit peu une idée de ce que ça donne, c'est un peu comme si vous allumiez vos pleins phares la nuit par temps de brouillard en voiture. C'est sûr que quand vous allumez vos pleins phares, vous voyez très bien le brouillard. Ça éclaire remarquablement le brouillard. Ça, vous voyez très très bien, ça peut être très très joli. Il peut y avoir des volutes de brouillard, ça peut voler comme ça. Mais pour ce qui est de voir la réalité, c'est pas franchement terrible. Même chose, quelquefois, quand il arrive qu'en plein jour, le soleil, à un moment donné, éclaire des nuages. Et c'est vrai qu'on voit des choses absolument extraordinaires, des choses tout à fait nouvelles, mais disons que c'est un peu une fantasmagorie. Ce n'est pas véritablement la réalité à laquelle on est habitué. Mais là, on le sait, parce qu'on est habitué à voir les choses de plein jour.
Mais quand c'est par rapport à l'émotionnel, quand on tient compte justement simplement de ce symbole, il faut se rendre compte que dans un premier temps, la lumière de l'âme nous fait percevoir des choses qui ont l'air vraies, qui ont l'air lumineuses, qui ont l'air de véritables valeurs. On en reparlera tout à l'heure. Mais qui en fait sont un peu comme des mirages, sont des apparitions, sont des choses qui sont des valeurs déformées. Et puis, quand la lumière de l'âme passe à travers le mental, alors là, ça change complètement les choses. C'est ce qui s'est passé particulièrement à travers ce qu'on appelait le siècle des Lumières. Un 18e siècle, à partir desquels on a commencé à avoir une véritable éducation mentale. On est sorti justement de l'obscurantisme pour entrer dans le monde de la lumière. Et là, on a vraiment eu la lumière de l'âme à travers le mental. C'est-à-dire que la lumière de l'âme à travers le mental révélait le discernement, révélait une science, révélait l'explication des choses. Enfin, on comprenait le monde tel qu'il était, tel qu'il fonctionnait. Et ce mental concret s'est tellement développé qu'effectivement, à partir de là, on est arrivé à comprendre le monde et à fabriquer des techniques qui nous servent tous les jours. En particulier, par exemple, à faire de la lumière. Parce que dès que nous avons commencé à comprendre le monde, on a inventé l'électricité et on a eu de la lumière partout. Et c'est un petit peu le symbole de cette sortie de l'obscurantisme. Enfin, partout. Non, quand vous voyez la planète Terre la nuit, vue par satellite, il y a encore tellement de zones qui sont complètement noires. C'est-à-dire que là, ils ne sont pas du tout éclairés, il n'y a pas d'éclairage de nuit. Par contre, l'Europe ou les États-Unis, là, on baigne complètement dans la lumière permanente. Ça montre bien le symbole de la répartition entre cet éveil du mental, ou bien ce n'est pas encore éveil du mental. Mais on pourrait s'interroger là-dessus, encore une fois sur ce symbole des éclairages. Parce que beaucoup de personnes disent mais c'est bien comme ça d'être éclairé la nuit. C'est vrai que ça rassure, c'est vrai que voilà, il n'y a plus de quartiers dans lesquels on n'ose pas s'aventurer parce que c'est pas éclairé. C'est vraiment intéressant. Oui, mais beaucoup maintenant se plaignent de la pollution lumineuse. On dit mais maintenant on ne peut plus voir le ciel. Les astronomes en particulier se plaignent. Tous les télescopes qui sont à proximité des villes, c'est terminé. Ils ne peuvent plus voir maintenant le ciel. Et donc on se réclame maintenant un éclairage un petit peu différent, non pas qui éclaire le ciel, mais qui éclaire vraiment en bas, et puis qui soit surtout économe, à tout point de vue, pour retrouver justement ce que peut représenter la voûte étoilée. Et c'est un très beau symbole. C'est comme si le mental concret que nous avons, toutes nos explications de mental, qui s'expriment symboliquement par l'éclairage public et qui polluent le ciel, autrement dit qui polluent notre capacité de percevoir des énergies plus subtiles, de percevoir des lumières beaucoup plus subtiles, la lumière des étoiles, la lumière de l'invisible, la lumière de l'imperceptiblement visible. Et c'est avec ça pourtant qu'on peut aller beaucoup plus loin à l'intérieur du mental et rentrer donc dans le mental abstrait. C'est pour ça que c'est intéressant de voir que cette pollution lumineuse peut nous amener à considérer aussi les choses un petit peu différemment. Comme si le mental concret, tel que nous le connaissons maintenant, nous a sortis de l'obscurantisme. Mais ne peut-on pas dire maintenant que d'une certaine manière, on est face à un nouvel obscurantisme, celui d'un mental concret qui ignore complètement la conscience. Parce que c'est vrai que science et conscience, heureusement ça commence à faire bon ménage, mais pour beaucoup de personnes, c'est encore des choses complètement séparées. On ne peut pas mettre les deux choses en même temps, comme nous l'avons vu récemment. Donc, à vouloir absolument affirmer une espèce de lumière concrète, de science sans conscience, c'est encore une espèce d'obscurantisme qui nous amène à aller plus loin. Allons toujours plus loin. Retrouvons justement la lumière des étoiles. Soyons capables de retrouver qu'est-ce qui est fondamental. Soyons capables de rechercher au-delà des aspects habituels, donc quelle est véritablement cette lumière. Mais le fait que tout est lumière, et de voir qu'en nous la lumière peut progresser, c'est un côté rassurant, hein, la lumière, c'est un peu un côté sympathique. Puis on va se rendre compte que parfois ça a un côté tout à fait un peu effrayant. En effet, quand je commence à percevoir la lumière en moi, au début je ne me rends pas compte, hein, parce que je ne sais pas que c'est à cause de ça. Mais quand je commence à avoir un petit peu plus de lumière en moi, je découvre des zones d'ombre en moi que je n'avais jamais vues. Et je me dis, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce défaut que j'ai là ? Mais c'est épouvantable. C'est moi ça ? Non, c'est une erreur. Et puis, bon, ça me passe. Mais je gagne encore un peu en lumière. Et je vois d'autres zones d'ombre. Et j'ai le sentiment très désagréable que plus je progresse vers la lumière, plus je suis dans l'ombre. On a même l'impression au début que ce ne sont pas des choses nouvelles que je découvre. C'est moi qui ai tendance à descendre. Et je me dis, mais ça ne sert à rien de méditer si c'est pour aller de pire en pire. Si c'est vraiment pour empirer, c'est pour être vraiment de plus en plus nul, c'est être de plus en plus dans ses défauts, c'est vraiment la peine que j'avance. Or, on vient de mettre vraiment à jour un phénomène tout à fait extraordinaire. Oui, il y a un vieil adage qui dit qu'effectivement, la lumière éclaire les ténèbres.
Et c'est fait pour ça. Et c'est là vraiment c'est intéressant. Et tant que notre petite lumière est grosse comme une bougie, ça va. Nos gros défauts, ils restent à la lumière d'une bougie. Oh non, mais je suis bien, moi. Non, moi je suis bien comme je suis. Non, pas de gros défauts. Vous augmentez la lumière. Ah, si, peut-être un petit peu. Bon, vous mettez la pleine lumière de l'âme. Heureusement, ça ne se passe pas d'un coup, hein, parce que là, vous vous demandez s'il vous reste une qualité. Tellement tout votre être vous paraît vraiment un énorme point noir, d'énormes défauts qui ne font que cacher, obstruer et déformer la lumière. Tout ce travail, vous voyez, de lumière, de cache de lumière, de révélation de lumière, c'est un petit peu de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Dans ce cadre de l'éducation, on va te parler justement de ce processus qui nous amène progressivement à une réalité autre. Alors, c'est là où on voit combien la méditation est importante. C'est là où on voit combien, nous en avons parlé très souvent cette année à travers l'éducation, combien il faut vraiment éduquer notre mental à se réorienter vers le haut, à se réorienter vers le monde subtil, à cesser d'être uniquement à l'écoute de ce qui se passe d'une manière évidente, mais de trouver justement des idées de plus en plus fondamentales, de manière à ce que ce mental soit lui aussi de plus en plus lumineux, et qu'on perçoive ce que ça donne sur notre propre éducation, la lumière. Voilà pourquoi nous pouvons vraiment apprendre à nous éduquer de plus en plus par rapport à ça. Il y a un très ancien mantra hindou, une prière extrêmement vieille, qui dit, en s'adressant à l'âme, « Conduis-nous de l'obscurité à la lumière et de l'irréel au réel », avec un R majuscule. « Conduis-nous de l'obscurité à la lumière et de l'irréel au réel ». C'est un petit peu ce qu'on va suivre ce soir, justement, ce chemin de la lumière, de l'obscurité, de l'obscurantisme, de la lumière qui se révèle progressivement et du réel aussi, qui se révèle progressivement. Vous pourrez voir ça à travers un processus qui est le processus initiatique. Lors de la première conférence de ce cycle, quand nous avons vu les grandes généralités concernant justement l'éducation, je vous disais que l'éducation, c'était quelque chose qui concernait tout le monde et tout le temps, et que ça ne s'arrêtait jamais. Mais qu'à un moment donné, on pouvait peut-être cesser de parler de processus éducatif pour parler de processus initiatique. Et que l'initiation est quelque chose qui pouvait faire suite à l'éducation. Maintenant, parce que c'est vrai que si nous parlons d'éducation telle que nous en avons parlé toute cette année, c'est vrai qu'on pourrait garder complètement ce terme éducatif, y compris pour des stades complètement élevés. Mais pour l'instant, gardons un petit peu ce processus initiatique, puisque c'est celui qui est utilisé un peu partout dans toute la littérature ésotérique. Qu'est-ce que c'est que ce système d'initiation ? C'est un mot extrêmement étrange parce que il est évident pour tout le monde que lorsqu'on parle de soi-même, quand on commence une activité quelconque, quand on commence un apprentissage, il est évident qu'on se dit où est-ce que tu en es ? Oh là là, j'en suis au stade initial. Initiation, initiation à ceci ou à cela. Initiation, c'est le début. On va le voir tout à l'heure, c'est effectivement la bonne utilisation du mot. Allez-vous en savoir pourquoi ? Pour certains, le mot initiation revêt un côté tout à fait je suis initié. Voilà, j'ai été initié à ça, j'ai eu des initiations. Et là, d'un seul coup, c'est pas un début, c'est presque une fin, presque une gloriole. C'est quelque chose qui est absolument extraordinaire. J'ai subi effectivement des initiations. Et du coup, on a un petit peu les deux qui se mélangent. Et quand quelqu'un nous parle d'initiation et qu'on sait qu'il ne vient pas d'apprendre les claquettes, eh ben on sait qu'effectivement, il nous parle d'initiation à un degré beaucoup plus élevé. Et on sent quelquefois que derrière ce qu'il dit, ou derrière ce que nous on va sentir, ou peut-être derrière ce que nous on attend, il y a des acquisitions. On se dit que si nous, on suit un processus initiatique, on va apprendre des choses, on va acquérir des choses, on va rentrer dans certains secrets, on va découvrir certaines arcanes, on va certainement connaître des gens qu'on ne connaissait pas autrement, avoir des connaissances plus ou moins secrètes, on va découvrir des choses qui étaient absolument indéchiffrables auparavant. Donc vous voyez, il y a un peu le mystère du secret, c'est-à-dire, j'aimerais bien être initié à tout cela. Ce qui est intéressant pour commencer ce soir à propos de l'initiation, c'est vraiment d'arrêter avec cette vision-là. Cette vision, elle est complètement faussée et elle correspond à notre déformation personnelle qui veut toujours progresser en gagnant quelque chose, en ascenant. Non, on ne gagne rien à être dans l'initiation. Je voudrais même qu'on puisse, si vous voulez, comprendre bien à quel point l'initiation, c'est vraiment quelque chose qui est avant tout un processus de libération. Il faut vraiment entendre l'initiation comme c'est un processus de libération. Et on va se libérer d'un certain nombre de poids, justement se libérer des filtres, de tous les filtres de la lumière, le physique, l'émotionnel, le mental, de manière à pouvoir être de plus en plus dans la lumière. Le processus initiatique, c'est quelque chose qui nous amène progressivement, qui nous éduque progressivement à entrer justement dans plus de lumière, mais pour ça, il va falloir dominer, il va falloir se libérer de tous les processus donc, qui nous amènent à les filtrer.
Donc c'est avant tout ça qui est intéressant à voir dans l'initiation, c'est de surtout ne pas y voir quelque chose de plus, mais d'y voir au contraire quelque chose de difficile, quelque chose d'ardu, quelque chose où il peut même y avoir des souffrances et des difficultés, parce qu'on va se libérer d'un bon nombre de choses, et que les nombres de choses dont on va se libérer, on va y revenir, elles n'ont pas du tout envie de partir, elles vont s'accrocher, et voilà pourquoi ça peut nous créer pas mal de difficultés. Qu'est-ce que ça veut dire le terme initiation? Initiation, inito, ça veut dire entrer dans. Et vous remarquez la remarquable continuité avec éducation. On avait vu il y a quelques mois que éducation, ça veut dire sortir de. Ex du carré, c'est sortir de nos limites pour entrer dans quelque chose d'autre, initiation. Donc on a vraiment une complémentarité entre ces deux termes et qui fait que l'initiation va nous permettre d'entrer dans un autre monde. C'est comme si l'éducation nous amenait véritablement à être complètement dans le règne humain, le 4e règne, et progressivement, quand on est dans ce règne humain, on va apprendre à entrer dans le 5e règne, donc le règne de l'âme. On va entrer dans un autre règne, dans une autre histoire. Voilà pourquoi le mot initiation est vraiment très intéressant, parce que c'est vraiment quelque chose qui démarre une histoire nouvelle. On le compare très souvent au processus de l'enfant qui naît. Souvent, on dit qu'une initiation, c'est comme un enfant qui, d'un seul coup, naît et qui change complètement de système de vie. Il vivait dans le liquide amniotique, maintenant il va falloir qu'il apprenne à respirer, et très très vite, tout de suite. Il vivait donc en étant nourri directement, maintenant il va falloir qu'il se nourrisse par lui-même et par la bouche. Bref, c'est un changement de vie complet d'un seul coup. Je vous rassure, l'initiation, c'est jamais d'un seul coup. C'est extrêmement progressif. Et ce qui est très intéressant, c'est justement la différence de temps. Vous voyez, en termes d'éducation, on parle souvent à l'intérieur d'une même vie. Un processus d'éducation dans cette vie-là. Dans les processus initiatiques, on parle sur dizaines de vies. Parce que c'est extrêmement long. Parce que le temps de développer quelque chose, d'être sensible à quelque chose, d'intégrer quelque chose, d'expérimenter quelque chose et de passer à la marche suivante, c'est vraiment beaucoup plus en termes de dizaines de vies. Le système éducatif, c'est quelque chose qui est tellement important, comme nous l'avons vu, pour arriver à être vraiment soi-même en tant que personnalité. Et quand on est vraiment soi-même en tant que personnalité, quand on est vraiment dans le règne humain, on pourrait dire on atteint l'autonomie, on atteint l'indépendance, on atteint la liberté. Et c'est vrai que quand on se sent pleinement humain, on dit mais c'est formidable, moi je me sens libre. En plus, je fais une profession libérale, donc je fais ce que je veux, quand je veux. Mais vraiment, j'ai une voiture, je me déplace quand je veux, j'ai suffisamment de sous pour faire les loisirs que j'ai envie, prendre les vacances que j'ai envie. Culturellement, j'ai tellement de choses à ma disposition, des bouquins, des cinémas, la télévision. Je me sens complètement libre, vraiment, de faire tout ce qui me paraît utile et intéressant pour moi. Pour moi, voilà, ça c'est la liberté. Rien ne me retient. Et puis j'ai aussi la capacité de parler, j'ai la capacité, avec Internet, de m'exprimer, d'écrire, de tout. Je me sens complètement libre. L'éducation, ça nous amène à ça. Et puis, quand on a expérimenté pendant un certain temps cette liberté, on va s'apercevoir au fur et à mesure que la lumière de l'âme va éclairer les choses. Oui, je suis libre de faire ce que je veux. Je suis libre de choisir tous les possibles. Mais est-ce que je suis vraiment libre intérieurement? Et là, je vais me rendre compte que justement, j'y tiens à ma liberté. Je suis très attaché à ma liberté. D'ailleurs, je tiens beaucoup à telle activité. Pour moi, un bon petit resto de temps en temps, c'est vraiment très important. Un bon vin, c'est très important. Et puis pour les vacances, c'est extrêmement important. Je n'arrêterai pour rien au monde. Et puis revoir régulièrement un film, pour moi, c'est très important. Et puis surtout, donc mes relations affectives avec mes amis, ma famille, c'est extrêmement important. Et puis mon boulot, c'est extrêmement important. Et puis mes idées aussi. Mes idées, parce que je réfléchis pas mal. J'ai des idées concernant tel ou tel domaine. Et ce sont extrêmement importantes, mes idées. Et d'un seul coup, je vais m'apercevoir avec horreur que tant sur le plan physique que sur le plan émotionnel, relationnel, mental, mais je suis attaché à tout. Et souvent, quand on dit, mais si ça devait disparaître, ah ben non, j'aimerais pas. Mais si d'un seul coup, les gens que tu aimes doivent mourir, ah ben non, ma vie est foutue. Ah bon, donc ça dépend de ça. Et si d'un seul coup, tes idées chères, tu dois t'apercevoir qu'elles sont toutes fausses. Ah, mais quelle horreur, je m'en remettrai pas. On s'aperçoit d'un seul coup qu'on est extraordinairement dépendant à tout cela. Et là, on croyait être libre, on s'aperçoit qu'on ne l'est pas du tout. On est totalement attaché à tout cela. Alors, on va réaliser la deuxième partie, et qu'on va quitter quelque peu l'éducation telle qu'on pourrait l'avoir traditionnellement, et rentrer dans non plus la liberté, mais dans la libération. Et les processus initiatiques, comme je viens de vous le dire, c'est quelque chose qui va nous amener à la libération.
On va passer donc de la liberté à la libération. On se rend compte que ce à quoi j'étais attaché, mais finalement je ne suis pas du tout libre, mais absolument pas libre. J'ai toutes sortes d'identifications à des corps, à des éléments que je croyais moi, qui ne sont pas forcément moi, et je me rends compte à quel point je suis dépendant de tout cela. Et que s'il arrivait malheur, comme il arrive toujours dans la vie, eh bien pour tel point, pour tel plan, mais je suis tellement attaché à ça que non, certainement je ne suis pas libre. Il va falloir travailler effectivement la libération. Et c'est là que commence, vous voyez, vraiment le processus initiatique. C'est pour ça qu'un processus initiatique, ce n'est pas du tout quelque chose que quelqu'un peut vous donner. Par exemple, il existe beaucoup, dans beaucoup de sociétés, il existe beaucoup de processus d'initiation, des cérémonies d'initiation, des rituels d'initiation. Et c'est très bien. Mais ce sont des symboles. Et il ne faudrait surtout pas prendre le symbole pour la réalité. C'est pas parce que dans tel rituel, on vous confère telle initiation que vous avez forcément telle initiation. C'est juste un symbole. C'est juste éventuellement pour vous dire, ça serait peut-être bien de se mettre au travail par rapport à ça, ou de constater que vous avez déjà été mis au travail par rapport à ça, et qu'il faut que vous atteigniez donc l'initiation suivante. C'est pour ça que l'initiation, c'est certainement pas quelque chose que quelqu'un peut vous conférer. Personne ne peut vous initier en quoi que ce soit. Aucun prétendu initié ne peut vous faire avancer d'un iota, vous ouvrir un chakra quelconque en vous disant « maintenant t'es de cœur, maintenant tu fais ceci, cela ». Rien, tout ça, ça ne marche pas. Personne ne peut faire le travail à votre place. Donc l'initiation, c'est pas un diplôme, c'est pas une médaille, c'est pas de dire « ah, j'ai reçu ça, on m'a dit que j'étais initié ». Certainement pas. C'est un long et difficile travail sur des années, sur des vies. Il n'y a que nous qui pouvons vraiment faire ce travail et ce chemin-là. Donc il n'est pas question que ça se fasse de l'extérieur. Ah, c'est vraiment, oui, important de voir cet aspect-là. Donc l'initiation, c'est vraiment quelque chose que nous avons chacun à travailler, à développer, parce que ça a deux intérêts. Le premier intérêt, c'est que ça nous situe, comme vous allez le voir, on va détailler un peu maintenant, ça situe là où on en est. À partir du moment où on commence à avancer dans un chemin qu'on dit spirituel ou ésotérique, ou un chemin global, ou un chemin de cœur, peu importe comment on l'appelle, quelquefois on ne sait pas trop où on en est par rapport à ça. Quelles sont les étapes? On a vu beaucoup d'étapes concernant le processus éducatif, mais finalement, processus initiatique, où on en est. Et une fois qu'on a trouvé où on en est, et c'est là peut-être que c'est le plus précieux, ça nous indique maintenant qu'est-ce qu'il faut travailler. Non seulement qu'est-ce qu'il faut travailler pour être un peu mieux dans ce qu'on fait, un peu plus dans l'initiation, et puis surtout quelle est la prochaine étape. Où est-ce que ça va nous emmener? Autrement dit, c'est un véritable guide qui nous permet non seulement de comprendre là où on en est, mais naturellement, qu'est-ce qu'on va faire et quoi mettre en œuvre. C'est en cela que les initiations sont importantes. C'est pour ça que je vais détailler maintenant ce qu'on appelle les 3 initiations fondamentales de l'être humain. Mais surtout, n'y voyez pas d'étiquette. Par exemple, pour savoir si on a passé la première initiation, ou la deuxième initiation, ou la troisième initiation, vous ne recevrez pas un diplôme. Il y a, même dans votre méditation, un jour, vous n'aurez pas l'âme qui va vous dire « Eh bien, à partir de maintenant, tu as la première initiation. Félicitations. » Rien. Vous n'aurez rien de tout ça. Par conséquent, la plupart du temps, on reste à peu près dans le flou. Est-ce que j'ai cette initiation ou pas du tout? Et après dire, c'est pas très important. Ce qui est important, souvent, c'est la zone de travail. C'est qu'est-ce qui est en train de se travailler. Et c'est ce qu'on va essayer de préciser ensemble, c'est de voir finalement qu'est-ce qu'on est en train de bosser à quel moment et qu'est-ce que ça permet de voir pour l'avenir. Aussi bien pour nous que pour le monde, la société, parce qu'on ne perd pas de vue notre sujet, demain surgira de nos pensées. C'est ça qui va être intéressant. Première initiation. La première initiation, c'est un état psychologique qui surgit après beaucoup de vies mystiques. On dit souvent que c'est le résultat de plusieurs vies mystiques, de religieux. Vous allez me dire, comment on sait? Vous ne savez pas. C'est pour ça que quelquefois on peut être surpris d'avoir la première initiation, parce qu'on ne se souvient pas de toutes les vies religieuses qu'on a pu avoir, tant en Occident qu'en Orient. Et souvent, on en a eu beaucoup. Et pendant ces vies religieuses, on a appris à prier Dieu. On a appris finalement à situer la divinité, à faire exister une certaine spiritualité. Mais à un moment donné, ce qui arrive dans notre société, ou ce qui arrive maintenant, de plus en plus dans le monde, c'est qu'on arrive avec ce bagage, mais les religions traditionnelles ne nous conviennent plus. On n'arrive plus à situer Dieu simplement comme quelque chose à l'extérieur. On arrive beaucoup plus à sentir la fractale et à se dire, mais finalement, c'est moi Dieu. Je suis Dieu. Je suis une parcelle de Dieu. Je suis un élément divin.
Et à partir du moment où vous voyez cette certitude apparaître et se fait jour de plus en plus, on pourrait dire que là, vous avez véritablement la première initiation. La première initiation, c'est lorsque d'une manière certaine et d'une manière totalement inexpliquée, parce que justement, on n'a pas le souvenir des vies antérieures, quand d'une manière certaine et inexpliquée, il y a quelque chose en nous qui nous dit, c'est certain, je suis âme. C'est évident. Je ne suis pas simplement qu'un être fait de chair et d'os, etc. Il y a vraiment quelque chose en moi qui dit, alors je suis âme, je suis conscience, je suis le soi avec un S majuscule, peu importe comment chacun l'appelle, comment chacun le voit, mais c'est certain que je suis ça. Et vous voyez, ce n'est pas une croyance. Et généralement, d'ailleurs, quand on affirme ça, c'est à un moment donné où on rompt quelque peu avec les croyances habituelles qui ne nous conviennent plus pour le moment. Et donc on se dit, mais je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais pour moi, c'est une espèce d'évidence. Quand on est autour de la première initiation, c'est que cette hypothèse commence à faire son chemin. Ça veut dire que, il me semble que je pourrais dire qu'effectivement je suis âme. Je ne suis pas encore bien sûr. Ça ne résonne pas encore complètement en moi. Ce n'est pas quelque chose qui s'affirme totalement en moi, mais quand même, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent. Puis le jour où vraiment vous sentez, alors le jour, les années où progressivement ça s'affirme et vous dites, bon, maintenant je crois que vraiment de plus en plus, là, j'en suis certain, c'est quelque chose en moi qui est important. Là on peut dire que vous allez avoir cette première initiation. Cette première initiation, je vous ai montré que tous les processus d'initiation, c'est comme un enfant qui naît, c'est un changement de milieu, c'est un changement de zone de vie. Zone de conscience et zone de vie. C'est un véritable bouleversement. L'âme vous apparaît comme une évidence, comme étant ce que vous êtes, et va commencer à éclairer votre vie d'une manière complètement nouvelle. Et lors de la première initiation, ça va éclairer notre vie complètement sur le plan physique. Le plan physique va devenir le sujet d'une très très grande surprise et d'un très très grand bouleversement. Pourquoi ? Quand on n'a pas du tout cette première initiation et qu'on ne se rend pas du tout compte qu'on est âme, le monde physique est pour nous le monde causal. C'est le monde d'où tout sort, de tout est issu. Le monde de toutes les causes, c'est le monde physique. D'ailleurs, de quoi se préoccupe-t-on quand on n'est pas du tout dans cette première initiation ? On va se préoccuper surtout. Alors, comment tu vas ? Bah, ça va, je suis en pleine forme, ça va. Ah, bah, la santé, c'est principal. Bah oui, je suis en bonne santé. Et donc, on va se préoccuper, on va donner beaucoup d'importance à être en bonne santé, à bien se nourrir, se soigner, à faire du sport, à garder une grande forme, bien-être physique. Développer les 5 sens, avec un certain nombre de plaisirs. Donc là aussi, tant que les 5 sens sont satisfaits du point de vue inférieur, là aussi on est bien, on a beaucoup de plaisir, on a beaucoup d'éléments. Le mouvement, la sexualité, la danse, on pratique des tas de choses au niveau du corps physique. Et donc on s'aperçoit que finalement, mais tout vient de là. Et on y met une très très grande importance à ce monde physique. Et si je vais plus loin, on s'aperçoit que les scientifiques aussi, pour beaucoup de scientifiques, il n'existe qu'un monde physique. Il y a beaucoup de scientifiques pour lesquels l'être humain n'est que physique. Tout ce que nous appelons, nous, des affects, des émotions, etc., c'est purement glandulaire. C'est tout, c'est purement hormonal. Et quand tout le reste, c'est purement des émanations du cerveau. Et donc il y a beaucoup de scientifiques pour lesquels il n'y a rien que le corps physique. Et quand vous vous rendez compte de cela, c'est vraiment extrêmement important. Le corps physique pour l'humanité est le monde causal. Si vous tombez malade, c'est parce que vous avez attrapé quelque chose. Si vous tombez malade, c'est uniquement parce que votre corps physique tombe en panne. Vous vous êtes mal nourri, il y a quelque chose qui n'est pas fait. Tu ne fais pas assez de mouvements, tu ne marches pas assez, tu ne fais pas ceci. Dès que vous avez quelque chose qui va de travers, les conseils des autres affluent. Tu devrais faire ceci, mange ça, ne prends pas de sucre, fais pas ça, surtout pas de gluten, surtout ça. Ça afflue de partout. Bref, vous êtes en panne physiquement, donc on vous donne des causes physiques. D'ailleurs, combien de scientifiques expliquent encore l'être humain et la naissance de l'être humain uniquement à partir du corps physique ? Darwin, l'ancêtre commun avec le singe. Progressivement, on se relève, etc. Et c'est ainsi que naît l'être humain. Donc le cerveau se redresse et à partir de là, tout ce que nous sommes, c'est purement physique. D'où venons-nous ? Du physique. C'est notre monde causal. Dès que vous avez la première initiation, c'est tout ça qui s'effondre. Parce que d'un seul coup, vous réalisez que le monde causal, c'est pas le physique, c'est l'âme. Je viens pas du physique, je viens de l'âme. Le monde physique, non seulement il n'est pas le monde causal, mais il est le monde des conséquences. C'est juste le tableau d'affichage de ce que je suis en amont. À partir du moment où je commence à réaliser ça, mais ça bouleverse absolument tout. C'est toute ma vie qui va être bouleversée parce qu'il faut revoir entièrement la copie. Tout est entièrement à revoir. C'est pour ça que je vous disais, heureusement que ça n'arrive pas d'un coup.
Heureusement que ce sont des choses qui vont s'étaler sur plusieurs vies. Parce que entre le moment où je vais dire, ça y est, j'ai réalisé combien je suis âme, et le moment où je vais l'être véritablement pendant toute ma vie physique, il va s'écouler quelques vies. Parce qu'au début, j'ai beau réaliser, bon, je suis âme, ça y est, ça change tout. Hein. Enfin bon, j'ai pas le temps de m'en occuper maintenant parce qu'il faut que j'aille au boulot. Donc voilà, je vais au boulot. Et puis bon, et le week-end, tu t'en occupes? Bah, le week-end, non, parce que j'ai prévu d'aller faire une petite grimpette comme ça en montagne. Bon. Je suis âme, mais je m'en occupe quand j'ai le temps. Mais c'est très bien, hein. Le prenez surtout pas comme un défaut. Ça pénètre tout doucement. Et encore une fois, heureusement. Sinon, je ne sais pas dans quel état on serait si ça pénétrait trop brutalement. Et donc, progressivement, il va y avoir une bascule comme ça qui va se faire. Progressivement, un peu plus d'âme et ça va changer un peu plus de choses sur le plan physique, jusqu'à ce que ça change effectivement beaucoup de choses sur le plan physique. C'est pour ça que vous voyez au début, même quand on dit, mais je crois qu'il faut que je me mette à la méditation. Mais c'est une idée, hein. Puisque je suis âme, il faut que je me mette à la méditation. C'est une bonne idée. Tu le fais souvent, ça m'arrive quand même un petit peu de temps en temps, ça m'arrive un petit peu de méditer. Voilà, c'est les débuts. Oui, on s'apprivoise avec cette idée-là et progressivement, il faut lui laisser le temps d'arriver. Ça sert à rien de forcer les choses. Ça sert à rien de dire il faut le faire parce que j'ai la première initiation, peut-être. Ça sert à rien. Il faut surtout renoncer à rien, hein, ça ne va pas du tout, ni se forcer en quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose qui doit progressivement arriver en nous à travers le contact progressif avec l'âme. Et donc, ça va bouleverser beaucoup de choses progressivement. En particulier, je vais m'apercevoir que si je dois faire passer tout le monde physique, qui est un monde causal pour moi, à un monde simplement de conséquences, et qu'il va falloir amener la présence de l'âme, telle que je peux l'imaginer, en tout cas telle que je la connais, cette présence de l'âme à travers ce monde physique, mais ça va tout bouleverser, mais ça va tout changer. Voilà pourquoi, quand on a la première initiation, on se lance dans une vaste opération de réorganisation. On fait le ménage. Et on va réorganiser soi-même, son corps, autour de soi, la société et le monde. Parce qu'on se dit, c'est pas possible, le monde il est organisé comme si le corps physique était causal. Mais s'il ne l'est pas, il faut tout revoir. Voilà comment progressivement, rien qu'en ce qui me concerne, je vais commencer par dire, non, mais attends, si je suis âme, je ne peux pas manger n'importe quoi. Il faut que je mange d'une certaine qualité. Je ne peux pas me soigner n'importe comment. Il faut aussi respecter ça. Et puis je découvre, au-delà de mon corps physique, puisque c'est juste un tableau d'affichage, que j'ai un corps d'énergie. Et c'est avec ce corps d'énergie qu'il faut travailler. Et donc, progressivement, je fais connaissance avec ce monde des énergies, avec comment ça fonctionne, comment on rentre en relation. Je me passionne de plus en plus pour le yoga, pour le tai chi, pour toutes ces techniques qui finalement m'amènent à vivre une autre énergie, à vivre une autre harmonie. Et pas pour le corps, simplement pour amener quelque chose peut-être de plus beau, de plus harmonieux, que je présuppose être dans le monde de l'âme, pour lequel le contact est encore faible. Et j'amène ça quelque peu en moi, et j'amène le changement progressivement en moi. C'est là, vous voyez, que les choses vont être intéressantes. C'est qu'on va arriver à amener progressivement tout ce processus à travers tout ce que nous sommes. Il y a un besoin de cohérence qui va se faire sentir de plus en plus. Naturellement, ça ne va pas changer que mon corps physique. Ça va changer aussi mon processus relationnel avec les autres. Si les autres sont âmes, je n'ai pas les mêmes relations entre eux. Il y a un système de fraternité qui vient. Finalement, peut-être qu'on est âme, on se rencontre. Peut-être qu'on n'a pas à vivre forcément en couple avec toutes les âmes sœurs qu'on va rencontrer. Non, vraisemblablement pas. Donc ça change beaucoup d'images par rapport à cela, par rapport à nos rencontres, par rapport à nos histoires, par rapport à nos relations. Ça change beaucoup de choses par rapport à la relation avec les animaux, les végétaux, les minéraux. Ils sont âmes aussi. Je ne peux pas les utiliser comme bon me semble. Non. Du coup, ça change complètement l'idée et l'approche qu'on peut avoir de l'alimentation. Avec la viande, de l'approche avec les végétaux, de l'approche avec l'exploitation agricole, etc. Bref, on s'aperçoit que c'est en train de tout bouleverser dans ma tête. Même au niveau mental. Au niveau mental, je m'aperçois que, au niveau de la conception de la société, au niveau de la politique, on a une société qui est uniquement sur la causalité physique. La seule chose qui importe au niveau politico-économique, c'est le bien-être physique des gens. Et d'avoir toujours plus, une croissance économique et une croissance financière pour consommer toujours plus. Dès que j'ai la première initiation, je dis stop. Certainement pas. L'âme n'est certainement pas sur Terre pour ça. L'âme n'est certainement pas venue sur Terre en disant chic, on va se faire une planète de consommation, je te dis pas, on va s'en mettre plein l'auréole. Non, ça, certainement pas. Donc, vous voyez, tout ce changement qui se fait et qui fait qu'on se dit, mais c'est vraiment
ça change tout. On peut même être complètement bouleversé, tellement de tous les côtés qu'on regarde, ça change effectivement beaucoup de choses. Et voilà pourquoi progressivement, on s'intéresse aussi à la géobiologie, on va s'intéresser au Reiki, on va s'intéresser au monde des énergies, au Shiatsu, au Feng Shui, on va s'intéresser, vous voyez, à tous ces éléments-là qui me paraissent maintenant des éléments qui rénovent complètement autre chose. C'est une autre approche complètement. Et cette autre approche, eh bien, elle va aller de plus en plus loin. On va dire, oui, on ne peut plus cultiver pareil, comme je vous le disais, on va s'intéresser à d'autres méthodes de culture ou à d'autres méthodes de partage. Et si on vivait autrement? Et si on consommait autrement? Et si on partageait les voitures? Et si on partageait... Et tout ce que nous voyons actuellement dans le monde, enfin, c'est ça. Le grand changement que nous voyons actuellement dans la société, c'est cette arrivée de gens en masse qui ont la première initiation. Ce sont des gens qui disent, mais on ne peut pas vivre avec un monde physique pris comme un monde causal et un monde de but. On n'est pas dans le physique ayant comme but le super développement du physique. Certainement pas. Donc il faut complètement changer cette société. Et tout ce que nous avons vu sur les sens contribue à cela. Percevoir de plus en plus la lumière, c'est cela. Parce que qu'est-ce qui va nous amener à être de plus en plus affermis là-dedans, si ce n'est la recherche progressive de la lumière? Quand nous avons vu les cinq sens, on a vu que chaque fois qu'on partait un peu plus loin dans l'abstrait des cinq sens, en clairaudience, en psychométrie supérieure, en clairvoyance, en discernement et discernement spirituel, à chaque fois, c'est nos sens qui touchaient la lumière. Quand on a étudié le mental supérieur, c'est le mental qui touche la lumière. Quand on a étudié l'intuition fondamentale, c'est le sens qui est lumière. Et à partir de ce moment-là, on se rend compte que nos 7 sens sont des capteurs de lumière. Et que plus on apprend à s'en servir, et on s'en sert, comme nous l'avions vu, quotidiennement de nos sens. On a chaque fois, à chaque seconde, la capacité de les orienter simplement vers la forme ou simplement vers la lumière. On a cette capacité. Et donc, on est de plus en plus dans la lumière et il nous apparaît de plus en plus combien il nous faut réorienter les choses. Voilà pourquoi cette première initiation est un grand vecteur de transformation. Mais regardez la rupture que ça fait avec toute une partie de la société. Ça, on le sent très fort. Quand vous passez la première initiation, il y a des tas de gens avec qui vous ne pouvez plus parler. Il y a des tas de gens pour qui le monde physique est un monde causal et le monde final, pour lesquels vous ne pouvez plus expliquer ce que vous êtes en train de vivre. Il y a des tas de gens qui vont vous dire que vous êtes bizarre, que vous êtes un peu étrange, pourquoi vous vous compliquez la vie tellement. Il y a des tas de gens pour lesquels ça ne correspond plus. D'un seul coup, il y a vraiment une rupture qui peut se faire parce que vous êtes passé dans un autre monde, vous êtes passé dans une autre zone de vie. Et finalement, la difficulté, c'est peut-être de retrouver d'autres personnes comme vous, avec vous, pour pouvoir échanger, pour se faire miroir les uns des autres et pour pouvoir progresser ensemble, parce qu'heureusement, c'est quelque chose qui se fait, comme je vous le disais, globalement, sociétalement, et on le voit autour de nous. Et c'est passionnant de voir tout ça. Naturellement, quelquefois, le problème, je le signale juste en passant, c'est que parfois, cette réorganisation, ça devient quelque chose qui est trop puissant. Par exemple, certaines personnes, d'un seul coup, veulent tellement avoir un corps vraiment purifié, réorganisé, que faire un nouveau régime, faire des nouveaux soins, etc., ça devient presque une religion en tant que telle. Et d'un seul coup, c'est ça qui compte. Ils oublient complètement que je suis âme. Mais parce que la plupart du temps, quand on a cette première initiation, on ne le sait pas. On fait souvent ces actions de purification, on ne sait pas trop pourquoi. Donc souvent, on oublie comme ça l'être que l'on est. Mais c'est pas grave, c'est juste momentané. Même par exemple pour certaines personnes qui se lancent dans la réorganisation du monde et qui vont se lancer à corps perdu dans telle association, dans telle ONG, dans tel militantisme, parce qu'il faut revoir ça, parce qu'on ne peut pas laisser faire ça, il faut absolument changer le monde. Ils sont tellement dans l'action, ils sont tellement dans l'œuvre que quand est-ce qu'ils pensent que je suis âme? Ah mais j'ai pas le temps. Si de temps en temps je médite un peu mais j'ai pas bien le temps. Bah oui, ils l'oublient. Mais c'est pas grave. Là encore, pour nous, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des signes. Ça veut dire que si on cherche à réorganiser le monde d'après la conscience, c'est qu'on est un échantillon de cette conscience quelque part, même si on l'oublie. Et vous comprenez là pourquoi il va falloir des vies à travers lesquelles progressivement cette activité va prendre de moins en moins d'importance. Je vais relativiser. Je me rends compte qu'effectivement, même si c'est au nom de l'âme, mais moi aussi je me lance à corps perdu complètement dans l'activité et je suis totalement là-dedans. Je suis un peu retombé dans ce que je reprochais finalement au monde premier. Mais ça va évoluer, ça va évoluer, ça va évoluer. Et regardez comment ce monde est en train de changer. Demain surgira de nos pensées. Est-ce que vous voyez le demain qui surgit de la pensée de tous les gens qui ont la première initiation? Et croyez-moi, dans le monde, on est des millions à avoir la première initiation. Et donc, tous ces gens-là, c'est absolument fabuleux parce que c'est un autre système de pensée qui est en train de naître.
naturellement qui est en rupture complète avec le premier monde, mais c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Quand vous sentez ces symptômes, quand vous avez cela, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller un peu plus loin? Méditez. Arrêtez-vous le plus possible et prenez contact avec l'être intérieur que vous êtes. À travers la méditation, celle que vous voulez, celle que vous pouvez, celle qui vous semble le plus juste à un moment donné. C'est la seule façon. En effet, la plupart du temps, on sait qu'on est âme, mais ça reste un savoir. Et progresser à travers cette éducation, qu'on pourrait dire une éducation initiatique, c'est véritablement s'approcher de plus en plus de cette âme que l'on est, jusqu'à le sentir. Et quand l'être devient prioritaire par rapport au faire, là, il y a vraiment quelque chose qui change au cours de cette première initiation. Là, il y a vraiment quelque chose qui s'approche vers la suite de l'histoire. Et la suite de l'histoire, ça va être la deuxième initiation, bien sûr. On dit quelquefois que c'est la plus difficile parce qu'elle va s'attaquer à un autre monde causal, qui est carrément l'émotionnel. Et en effet, quand on s'est aperçu combien on a travaillé à travers la première initiation, combien finalement on avait pris intérêt à travailler sur soi, à changer un peu sa vie, combien on s'était intéressé à changer telle ou telle chose dans le monde, combien on s'était passionné pour arriver à bouleverser tel élément sociopolitique ou dans l'agriculture, ou bien dans le monde sociétal, ou le monde associatif, combien on s'était vraiment complètement adonné à ça, combien à un moment donné on s'était passionné aussi pour les connaissances ésotériques, parce que quand on a la première initiation, on commence à lire très sérieusement par rapport à ce monde-là. Qu'est-ce que c'est le monde ésotérique, comment ça fonctionne, qu'est-ce que l'âme, où va-t-on, etc. Et donc on se rend compte qu'on s'est beaucoup passionné pour tout ça, et que ça a pris une grande importance, passionné pour tout ça, et que ça a pris une grande importance. On s'est beaucoup intéressé à tout ça. Et là, d'un seul coup, on découvre le deuxième monde causal d'une deuxième frange, l'émotionnel. Il va falloir que l'âme arrive à nous sortir de l'émotionnel. Sortir du physique, ok, on a réussi. Sortir de l'émotionnel, c'est vrai que c'est pas si évident que ça, parce que nous sommes tellement en plein dedans. Et autant je vous ai montré combien, pour une grande partie du monde, le monde causal et final, c'était vraiment le physique, on pourrait dire exactement la même chose du corps émotionnel. Est-ce que vous vous rendez compte combien actuellement le corps émotionnel, c'est le but de l'évolution sur Terre pour pratiquement tout le monde? Qu'est-ce qui est important, c'est d'avoir des émotions. Et souvent des émotions renouvelées, parce que si c'est toujours les mêmes, c'est pas drôle. Et donc c'est important toujours d'aller au cinéma, de lire des livres, de se faire sans arrêt des émotions, d'avoir des musiques, d'être complètement, de vibrer. Et vibrer, c'est vraiment quelque chose de tout à fait fondamental. Et je ne suis pas en train de me moquer, hein. C'est fondamental parce qu'à travers ça, on apprend des choses. On apprend, on s'affine, on se développe. Ça fait partie de l'éducation. Et puis, je me rends compte combien aussi j'ai désiré de choses. Et à travers le désir, j'ai désiré toutes sortes de choses aussi sur le plan physique, sur le plan relationnel, sur le plan émotionnel. Et puis j'ai désiré sur le plan mental. Et puis j'ai beaucoup désiré aussi sur le plan ésotérique. Désirer aider les gens. Pour moi, c'était tout à fait fondamental. Désirer travailler dans cette ONG, c'était fondamental. Désirer comprendre tel enseignement ésotérique, pour moi, c'était vraiment important. Absolument. Et ça l'était. Jusqu'au jour où je me rends compte que le corps émotionnel est toujours égocentrique. Toujours égocentrique. Les émotions, les désirs, l'affect, etc., c'est toujours la réaction du moi à la sensibilité. On peut très bien être sensible, et même hypersensible, sans ramener ça à soi, en ramenant ça directement au monde de l'âme. Mais tant que je ramène ça à moi, ça me fait une émotion. Si j'ai une émotion, j'ai un désir, j'en veux ou j'en veux pas. Et puis si j'en veux encore plus. Et puis ça me fait un affect. Et puis à partir de là, j'aime ou j'aime pas, ou je suis aimé ou j'aime pas. Bref, tout ce processus-là, il est extrêmement puissant. Donc on va s'apercevoir que le corps émotionnel est un énorme déformateur de l'énergie de l'âme, et que je ne peux pas rejoindre l'âme que je suis fondamentale, puisque comme vous le savez, l'âme est groupe, l'âme est conscience d'ensemble, l'âme n'est pas individualisée. L'âme, quand on dit que l'âme est amour, c'est ça que ça veut dire. L'âme, c'est avant tout quelque chose qui est global. Et que tant que je reste coincé sur le moi, je ne peux pas rejoindre cet être que je suis fondamentalement. Donc, il va falloir qu'à un moment donné, j'élimine ce corps émotionnel. Je ne dis pas le corps sensible. Nuance. Il va falloir épurer cela. Il va falloir que quelque chose fasse à un moment donné que ça s'élimine, que ça parte de soi-même, que ça s'épure, que justement le corps émotionnel devienne simplement un adjoint de ma sensibilité pour pouvoir sentir les énergies les plus élevées, mais ne plus du tout vibrer à tout ce qui est en rapport avec les cinq sens et tout ce qui habituellement me fait du bien. Et c'est là où ça va devenir effectivement difficile. Parce qu'on va s'apercevoir que c'est tout qui est remis en question. Par exemple, tout ce qui m'intéresse.
Je vous ai formulé justement la chose comme ça par rapport à la première initiation, en disant, voilà, j'ai fait tout ça parce que tout ça, ça m'intéresse. Mais si ça m'intéresse, c'est que c'est forcément émotionnel. Évidemment, au début, c'est pas entendable. Attends, si je travaille dans telle association, c'est quand même bien pour aider les gens. Oui, mais fondamentalement, intérieurement, c'est parce que c'est pour toi. C'est égocentrique. C'est que ça t'amène quelque chose, ça te fait plaisir, ça te donne une valeur, ça donne un sens à ta vie, etc., etc. Oui, mais ça sert les autres. Absolument, ça sert les autres et c'est très bien. On n'est pas en train de remettre ça en question. On est en train de dire quelle est ta motivation première. Et cette motivation première, tant qu'elle m'intéresse, c'est quelque chose qui est en rapport avec moi. Voilà pourquoi on dit que la première chose à éliminer quand on veut passer cette deuxième initiation, c'est la passion. Donc être passionné pour quelque chose, alors là c'est vraiment quelque chose qui est très important auparavant, qui est un facteur d'apprentissage fondamental parce qu'on n'est pas tiède et on va à fond dans quelque chose. Mais dès qu'on veut passer au-delà de l'émotionnel, top, plus aucune passion. On pourrait même dire plus aucun intérêt vif pour les choses. Et alors là, je voudrais vous rappeler que je parle deuxième initiation. Pour beaucoup de personnes qui n'ont pas encore cette deuxième initiation, là c'est un peu comme si on parlait chinois. Et vous allez voir, quand on va parler de la troisième initiation, là on parle martien. Là. Bon. Donc c'est pour ça que ça peut paraître absolument absurde, invraisemblable. Comment veux-tu qu'on puisse faire ça? Vous allez voir. Le corps émotionnel, comme je vous le disais tout à l'heure, il est sujet aux déformations. Il fait beaucoup de déformations. Par conséquent, ce qu'on appelle des mirages. Ça veut dire que le corps émotionnel, il est le reflet de valeur de l'âme, mais ce ne sont que des reflets déformés, parce que ce sont des reflets déformés par le moi. Et que toute qualité de l'âme déformée par le moi devient un défaut, ou du moins un mirage, ou du moins une valeur approximative. Par exemple, il y a un gigantesque mirage qu'on appelle le mirage de l'amour. Le mirage de l'amour. Ben oui, l'amour. Le fait d'aimer et d'être aimé, c'est un grand mirage. C'est une déformation complètement émotionnelle de l'amour impersonnel de l'âme, qui existe bien. Oui. Le mirage de la sentimentalité est un des grands mirages qu'on peut savoir. L'importance des sentiments, c'est une grande déformation encore de ce processus d'amour. Le mirage consistant à être très occupé, à faire plein de choses, à être très créatif, c'est une déformation complète d'une grande qualité d'intelligence créatrice. Le mirage de la justesse, de la justice, j'y tiens beaucoup. C'est une grande déformation d'une grande qualité d'exactitude de ce qui doit être, des lois fondamentales. Le mirage du matérialisme, le mirage des croyances. Bref, on pourrait reprendre tout ce que nous prenons généralement pour des qualités. La plupart du temps, à 99%, ce sont des mirages, mais qui ont leur utilité. Si on n'avait pas eu ces mirages, on n'aurait pas progressé vers ces qualités. On est bien d'accord. C'est bien ça qui nous a amené à un moment donné à la première initiation et éventuellement un peu plus loin. C'est parce que justement, on a ces faux semblants. On a avancé dans le désert en disant là-bas il y a une lumière, là-bas il y a une qualité, là-bas il y a vraiment quelque chose qu'il faut atteindre. Et c'est ce qui m'a fait progresser. Mais à un moment donné, quand j'approche et que je me rends compte, bah non, c'est un reflet déformé, c'est pas la réalité. La réalité, elle est ailleurs. Ben, il va falloir laisser tomber tout cela. Et comment ça va se faire? À travers le mental, ou plus exactement, la lumière de l'âme passant à travers le mental, et qui nous amène la réalité des choses, le discernement des choses. On a souvent vu que, du point de vue de l'âme, tout était loi fondamentale. Il n'y a que des lois, comme du point de vue physique. Et le mental est là pour traduire la loi d'amour, la loi d'activité, la loi d'économie, la loi d'harmonie fondamentale, la loi de justesse. Toutes ces lois sont des lois fondamentales quand elles sont interprétées par l'âme et le mental. Il faut pour ça pouvoir développer la fonction abstraite du mental, celui capable de voir les étoiles, de percevoir les vibrations fondamentales. Alors ce mental-là, il peut effectivement jeter une lumière telle qu'on ne l'avait jamais vue sur le monde de nos mirages et se rendre compte que nous, ce que l'on appelle des qualités, ce sont simplement des approximations. Et quelquefois, ce sont vraiment des mirages complets. On dit quelquefois des illusions complètes. Parce qu'on y croit très fort. Et vous voyez, la difficulté de passer la deuxième initiation, c'est que plus on y croit fort, plus il est difficile de lâcher. Parce que pour nous, si on lâche ça, on lâche tout. En quoi je vais croire? Ben justement, en rien. T'arrêtes de croire, maintenant tu essaies de connaître. Tu essaies de comprendre fondamentalement. Tu essaies d'être l'âme et non pas le reflet de l'âme. Parce qu'il va falloir aller chercher les vraies valeurs.
Parce que c'est vrai, on pourrait se dire, mais attends, si je ne crois plus en tout ça, parce que c'est vrai que c'est des croyances, je ne crois plus en l'amour, je ne crois plus au sentiment, je ne crois plus en ça, mais en quoi je crois? En rien. Le but, c'est justement d'arrêter de croire. Le but, c'est justement de savoir, d'avoir la connaissance. L'âme par le mental. Et c'est ça qui doit remplacer progressivement tout ce que je crois. Il ne s'agit pas de dire, bon, allez, j'élimine tous les mirages et puis j'ai plus rien. Non, ça ne se marchera pas comme ça. Ça ne donnera aucun résultat. Ils reviendront toujours. C'est progressivement, à travers la méditation, comment je réussis à avoir contact en tant qu'âme avec certaines valeurs. Et quand je perçois la valeur du point de vue de l'âme, c'est là que je me rends compte combien la façon dont je l'utilisais, c'était un mirage. Et à ce moment-là, il va commencer à tomber. Je vais commencer à prendre mes distances par rapport à lui. Parce que plus je me relie à la vraie valeur, plus ce mirage, ça ressemble à rien. Donc c'est sûr que je ne le vis plus dans le quotidien. Mais vous voyez, ça ne va pas se passer du jour au lendemain. C'est vraiment un fondu enchaîné qui prend du temps. Alors, c'est assez étrange, vous voyez ce que ça donne, parce que c'est comme si d'un seul coup, on a une métaposition par rapport à notre corps émotionnel, au corps affectif, par rapport à tous nos intérêts, et ça fait un drôle d'effet. Déjà par rapport à soi-même. Par rapport à soi-même, quelquefois, quand on n'est pas au courant, quand on est en train d'approcher, je ne sais pas si quand on a la deuxième initiation, ou quand on est en train d'approcher ou de la passer, ça n'a aucune espèce d'importance, c'est une zone de bouleversement. Et quand on est dans cette zone de bouleversement, on se rend compte qu'il y a tellement de choses qui nous passionnaient et qui ne nous passionnent plus du tout. Au début, on se dit, c'est normal, c'est l'âge. Et puis, regardez, peut-être pas tant que ça, quoi. Il y a des choses qui nous intéressaient, bon, pas passionnés, mais qui nous intéressaient beaucoup. Et ça nous intéresse de moins en moins. Et quand on dit, mais qu'est-ce qui m'intéresse finalement? Même quelquefois dans les relations. Des relations avec tels amis, avec des gens, des copains, des gens qu'on aimait bien voir. Et maintenant, quand on est avec eux, on s'ennuie. Mais on s'ennuie, on dit, mais c'est pas possible. On va pas leur dire, je m'excuse, mais on s'emmerde un peu avec vous, quoi. Non, mais c'est nous, hein. Nous, on a complètement changé, hein. C'est pas vous, on va pas le dire non plus. Mais on sent bien qu'il y a une rupture. Même les gens souvent se disent, mais c'est vrai, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Avant, tu t'intéressais à ça, maintenant tu t'y intéresses plus du tout. Bah oui. Mais tu te laisses aller, ou tu es un peu en dépression, ou faut te remotiver, faut faire quelque chose. Non, non. Et je ne fais aucun effort. Je ne suis pas en train de renoncer. Souvent dire, toi, tu files un mauvais grain. Tu es dans une secte où tu as des croyances et tu te dis, pour respecter ma croyance, je dois renoncer à ça. Ah non, je renonce à rien. Je constate simplement que ça ne m'intéresse plus. Je constate un peu, comme une vieille peau de serpent. Voilà. Je regarde de loin avec ma nouvelle peau de serpent. Je regarde ma mue et je dis, voilà. C'est plus moi. C'était moi, mais c'est plus moi. Mais oui, mais quelquefois, soi-même, on s'inquiète, hein. On se demande si on n'est pas en dépression, on se demande si on n'est pas en train de filer un mauvais grain, parce qu'on on dit, mais ça va où? Et qu'est-ce qui va rester de tout ça? Qu'est-ce qui va rester finalement à partir du moment où je vais retrouver quelque chose d'essentiel? Et c'est là où on se rend compte que, effectivement, il n'y a pas de nouvelles croyances, il n'y a pas quelque chose de nouveau qui va me remplacer ça. Il faut maintenant que j'arrive à être de plus en plus dans ce monde de l'âme et du mental. Il faut que j'arrive à être de plus en plus, mais c'est extrêmement ardu. Parce que autant croire ou s'enflammer pour quelque chose au niveau émotionnel, c'est très plaisant. Autant aller chercher dans le mental abstrait, le monde des idées ou le monde de... Voilà, c'est ardu. Oui, c'est pas toujours marrant. C'est difficile. Mais on se rend compte que il n'y a pas d'autre sortie. Finalement, c'est par là que ça passe. C'est par là que le monde va se transformer. Et que maintenant, il faut que j'apprenne à voir le monde de ce point de vue. Et pas du tout, donc, du point de vue émotionnel. Mais c'est vrai que ça fait une rupture avec, encore une fois, beaucoup de gens. Et avec la société. Là encore, allez expliquer à la société que vous venez de réaliser que le corps émotionnel n'est pas une valeur. Attends, le corps émotionnel, le désir, bon, je veux bien. Non, mais même l'affectif. L'idéal, même dans le couple, c'est d'aller au-delà de l'affect. Oui, mais quand même, je t'aime, s'en fout. Qu'est-ce que tu peux dire au-delà de ça? Oui, mais on se l'est dit quand on était jeune. Oui, quand on était jeune, on avait encore la première initiation, mais... Alors, ça tombe bien quand dans un couple, on vit les choses en même temps. Mais oui, mais c'est incompréhensible. C'est pour ça que c'est intéressant de voir comment, à chaque fois, vous voyez, entre la société qui n'a pas encore cette première initiation, celle qui a la première initiation pour qui le monde physique et le monde causal est final, et la société pour laquelle le monde émotionnel et le monde causal est final, non, on ne peut plus. Et c'est normal qu'on ne soit pas bien. Et c'est normal qu'on se pose des questions.
Et c'est normal de se dire, voilà, il faut continuer, parce que de toute façon, il n'y a pas de marche arrière. On ne peut qu'aller de l'avant et aller de plus en plus vers ce monde du mental illuminé par l'âme. Or, je voudrais vous rassurer quand même. On peut avoir la deuxième initiation en poussant encore de temps en temps une petite crise de colère. Ça n'est pas encore la perfection. Ça veut simplement dire, quand on a la deuxième initiation, que ma vie n'est plus du tout dirigée par le corps émotionnel, ma vie n'est plus dirigée par les émotions, elle n'est plus dirigée par les réactions, et mentalement, elle n'est plus dirigée par les opinions. Une opinion étant un mélange d'émotionnel et de mental. Mais je peux avoir des réactions à un moment donné, où je me dis, tiens, je m'offrirais bien ça, bah oui, bah allons-y. Mais c'est pas ça qui dirige ma vie. C'est certainement pas ça qui donne ma ligne de conduite. Et en cas justement de choix important, c'est certainement pas l'émotionnel qui dicte ça. Ce sera toujours un autre aspect. De même que vous pouvez craquer à un moment donné pour une mousse au chocolat. Il faut dire peut-être que si je craque pour la mousse au chocolat, c'est que j'ai pas la première initiation. Si. Pas de problème. Simplement, si vous ne vivez que pour la mousse au chocolat, effectivement, là, il n'y a pas la première initiation. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus être absolu, il faut se rendre compte un petit peu de qu'est-ce qui mène ma vie, c'est ça qui me fait avancer. Les initiations, ça ne se mesure pas à un acquis, ça se mesure à ce qu'on ressent dans la vie quotidienne, à ce qu'on applique dans la vie quotidienne, à ce qui se passe dans la vie quotidienne. Quand on avait la première initiation, on pourrait dire que l'âme n'était pas encore complètement intégrée. C'est comme si l'âme était une sorte d'additif à ma vie. Quand on passe à la deuxième initiation, l'âme n'est plus un additif. C'est quelque chose qui préside à ma vie. Non seulement je sais que je suis ça, mais en même temps, ces valeurs s'imposent tellement de plus en plus dans le quotidien que ça bouleverse complètement mes anciennes façons de fonctionner. Là, je passe totalement de l'irréel au réel, d'une manière complète. Imaginez que demain surgissent des pensées des gens qui ont la deuxième initiation. Toute notre société telle qu'elle fonctionne maintenant, elle disparaît totalement, puisque toute cette société fonctionne sur le physique en causalité et l'émotionnel en causalité. Donc toute cette société de consommation, ça disparaît totalement si c'est la pensée des gens de la deuxième initiation qui crée. C'est inéluctable. Des gens qui passent la deuxième initiation, tous les jours, il y en a de plus en plus. Et on le voit aussi, on sent bien que dans la société ça bouge et qu'il y a une remise en question de plus en plus de personnes. On voit bien qu'on n'est pas d'un seul coup des Olibrius un peu tout seul. Hein, c'est vrai qu'il y a un siècle, le gars qui passait la deuxième initiation, il devait se sentir très très seul. Mais là, il y a un progrès tellement fantastique de l'humanité. On se dit, mais ça se passe. Nous sommes de plus en plus nombreux à faire que demain surgissent de ce genre d'idées. Et donc c'est ce qui va nous amener à la troisième initiation. Et la troisième initiation, c'est le moment où l'âme, à travers le mental beaucoup plus illuminé, amène complètement les lumières supérieures. C'est ce qu'on appelle dans la littérature ésotérique un être illuminé. C'est le moment où le mental est complètement réunifié, mental abstrait, mental concret, et la lumière des zones les plus hautes passe directement à travers le monde des idées. Ça veut dire que c'est le moment où on est complètement branché sur la sagesse éternelle, on est complètement branché sur les lois, on est complètement branché sur ce qui doit être, sur le plan. Et en tant qu'humain, on sert véritablement de contact et d'intermédiaire entre le plan et ce qui doit être pensé. Il n'y a plus du tout de dualité à ce moment-là. L'émotionnel est complètement assagi, il n'y a même plus de colère, le physique est complètement là aussi en rapport avec ce qui doit être. Tout ça, naturellement, tous ces corps sont remarquablement entretenus. Hein. C'est pas parce qu'on ne s'occupe plus du corps physique qu'on ne l'entretient pas, et c'est pas parce qu'on n'est plus dans l'émotionnel qu'on n'entretient pas notre sensibilité. Tous ces corps sont parfaitement utiles, simplement, ils sont à la disposition de l'âme que je suis, de l'être que je suis, pour amener des créativités de plus en plus utiles par rapport à l'ensemble. Et c'est là où justement on peut dire qu'en tant qu'être illuminé, ça donne une création tout à fait, on ne peut même pas dire ce que ça peut donner. Vous imaginez que si demain doit surgir uniquement de la pensée des êtres qui ont la troisième initiation, on ne reconnaît même plus l'humanité, on ne peut même pas imaginer ce que ça donne. Dans 2000 ans, peut-être dans 3000 ans, 4000 ans, quand on aura une majorité d'êtres qui ont la troisième initiation, on aura une planète Terre qui sera tout à fait autre, qui sera vraiment le résultat et la copie conforme de ce que représente le plan fondamentalement. Voilà un petit peu comment ce processus, vous voyez, d'initiation se passe. C'est pas la peine d'aller plus loin. Hein. Non. Non, parce que des initiations, dans le système solaire, il y en a 9. Mais donc là, on va s'arrêter à 3.
Oui, parce que vous voyez, déjà, si on va sur la quatrième, ça va beaucoup plus loin. Vous voyez, pour reprendre le thème que je vous donnais tout à l'heure sur le thème de la libération, comment on se libère du physique, comment la lumière de l'âme nous libère du physique à la première, la lumière de l'âme nous libère de l'émotionnel à la deuxième, la lumière de l'âme nous libère de la personnalité à la troisième. Donc on ne s'intéresse plus à la personnalité. On est en impersonnalité totale. La personnalité devient complètement l'outil de l'âme, mais n'a plus du tout aucun projet personnel, aucune volonté personnelle, aucune récrimination de vouloir exister, être brillant, rien du tout. Complètement l'outil de l'âme. La quatrième initiation, on se libère complètement de l'âme. Vous voyez pourquoi je n'en parle pas? Peut-être que, en tout cas, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être que vous savez. Mais donc, c'est vraiment quelque chose. Là, on est vraiment dans le domaine de l'inconnu. On se libère complètement de l'âme pour entrer dans le domaine supérieur, dans les domaines de l'esprit, etc., etc. Et ça va jusqu'au nombre 9. Bon, c'est pour vous dire combien le processus initiatique, tout comme le processus éducatif, c'est vraiment quelque chose qui est permanent, qui ne s'arrête jamais. Sans arrêt un système donc qui va vers cette libération complète de l'être que nous sommes, jusqu'à je ne sais pas où, parce que là c'est un mystère complet. On pourrait croire que l'initiation est un système individuel. Or, c'est vrai que la deuxième conférence de ce cycle, nous avons vu l'importance de l'éducation dans l'esprit de la solidarité. Et nous avons vu, en définissant la solidarité, qu'il ne s'agissait pas de rapports solidaires entre les gens, mais que la solidarité se définissait comme un tout, comme un ensemble, comme quelque chose d'indivisible. Et qu'il fallait voir le processus éducatif dans ce tout indivisible, dans cet ensemble. Et que c'est ça la véritable solidarité. Solido, en grec, ça veut dire le tout. Et là, c'est vrai qu'on aurait l'impression que chacun d'entre nous se débrouille un peu avec ses initiations. Ne croyez pas ça. Comme je vous l'ai annoncé un petit peu tout à l'heure, en voyant tous ces changements dans la société, ces changements sont patents, on les voit de plus en plus. On s'aperçoit combien on est de plus en plus nombreux à travailler ça. Et ce qui est intéressant, c'est justement de se regrouper. Comment le travail de groupe est intéressant. Parce que c'est vrai que si on vit tout seul, et qu'on est tout seul par rapport aux autres, on a l'impression qu'on devient fou, et qu'on est complètement anormal. Alors que si on a la capacité d'échanger ensemble, de se faire miroir ensemble, de percevoir nos difficultés, comment chacun résout ses problèmes, comment est-ce qu'on peut avancer, comment est-ce qu'on comprend les choses, chaque fois qu'on peut se rassembler et échanger tout cela en groupe, c'est vraiment donc quelque chose qui aide cette initiation à progresser. Vous voyez, l'initiation de chacun sert à tout le monde. Et l'initiation progressive de tous sert à chaque individu. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout séparé. Voilà pourquoi c'est bien qu'on fasse tout ça ensemble, et demain surgira aussi de notre solidarité. Eh bien, je vous propose de méditer là-dessus.